Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Quinley. Aujourd'hui on review un char qui est assez exceptionnel comme vous pouvez le voir, qui a été fait de l'autre côté de l'Atlantique par des passionnés britanniques et aussi dessiné par la plume d'un Italien. Aujourd'hui on vous présente la seule et unique Triumph Spitfire 1500. Donc pour le moteur, on est sur un 4 cylindres d'1.5 litres qui développe à peu près 77 horsepower pour 111 de torque. Est-ce que ça les fait encore aujourd'hui? Je ne saurais pas vous le dire, ça fait 46 ans. Pour la transmission, on est sur une 4 vitesses avec un système d'overdrive qui venait en option à l'époque. Ce système-là, à quoi il sert? Bien, dans le fond, c'est comme rajouter une 5e sur ta 4e. C'est mieux pour la consommation puis pour la conduite à haute vitesse. Sinon, pour ce qui est justement de consommation, c'est à peu près du 8 litres au 100 globalement. Fait que c'est quand même pas pire pour un moteur à carburateur. Parce que oui, pas d'injection là-dedans, mais c'est mieux dans un sens parce que la mécanique est plus facile, donc voilà. On est chanceux aujourd'hui d'avoir ce véhicule-là parce qu'il y a près de 75 ans passés, dans les années 50, Triumph allait pas très bien. La Standard Motor Company, à l'époque, qui était propriétaire de Triumph, ils essayaient de trouver quelque chose pour essayer de raviver la marque. Fait qu'ils ont décidé de faire un coupé sportif économique pas cher. Et c'est là qu'un certain Harry Webster, ingénieur-chef de la marque à l'époque, vont décider de faire le projet Bombe, donc la Spitfire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour faire ça, ils vont partir du châssis de la Herald 948 qui était un véhicule 4 places, des drums aux 4 coins, pas de suspension indépendante en avant, un truc pas très sportif. Dans le fond, ils vont raccourcir le frame pour faire juste un 2 places. Ils vont mettre des disques à l'avant pour que ça freine mieux juste. Et pour le body, parce qu'effectivement la Herald ne ressemble pas pantoute à ça, ils vont shipper le prototype en Italie à un certain Giovanni Michelotti. Michelotti, c'est qui? Ben, c'est un petit designer qui va avoir dessiné des voitures pour, par exemple, Ferrari, un petit constructeur comme ça. Maserati aussi, je sais pas si vous connaissez. Il va avoir fait la Ferrari 330 qui, honnêtement, ressemble quand même à ça. Ben, après, c'est le même designer. Fait que moi, je trouve, en tout cas, que ça ressemble quand même à des chars de genre James Bond. Tu sais, comme tu mets ça gris, tu mets la musique de James Bond, puis tu t'y crois. T'sais. Et puis, ils vont shipper le véhicule au Royaume-Uni. Sauf que, malheureusement, en arrivant là-bas, ben, la Standard Motor Company, ben, elle va toujours mal. Sauf que là, elle va vraiment mal. Puis, finalement, ils vont pas avoir assez de coûts pour continuer le projet. Fait qu'ils vont mettre la Spitfire dans le fond d'un hangar, sous une bâche, puis ils vont fermer tout ça. La Standard Motor Company mettra la clé sous la porte officiellement en 1961. Ils vont être achetés par Leyland Motors, compagnie qui faisait à l'époque principalement des camions d'industrie. Et c'est à peu près un an après le rachat de Triumph qu'un certain Stanley Markland, directeur général de chez Leyland Motors, qui va aller faire un tour des hangars avec Harry Webster, oui, parce que lui, il restait avec la marque. Ils vont aller faire le tour des hangars et que sais-tu bien qu'ils vont retrouver sous une bâche? Le projet Bombe. Il va être très convaincu par l'idée et va relancer tout de suite le projet en 1961. En 1961, les ingénieurs vont avoir quelques petites affaires à rectifier. Comme par exemple la coque. C'était question de la faire en fibre de verre à la base, ce qui aurait fait nettement baisser le poids de la voiture pour avoir un meilleur ratio poids-puissance, mais avec certaines contraintes. Par exemple, ben, c'est juste moins solide que de l'acier. Pour certaines affaires aussi avec le fournisseur, il y a eu des problèmes. Puis finalement, ils se sont juste dit, on va faire ça en acier, ça va être plus simple. Fait qu'ils sont partis sur une coque en acier, tout simplement. Ils vont aussi faire le choix de mettre les gauges au milieu. Comme ça, quand ils font l'export, c'est plus facile pour mettre le volant à gauche ou à droite. Là, ça a changé pour ce modèle-là, qui est la 5e version de ce char-là. Les gauges sont placés sur les tableaux de bord. Mais la première version, comme je disais, les gauges étaient au milieu. Sinon, il y a aussi d'autres choses qui vont changer. La garniture de porte, elle va être très simple. Ça va être juste un petit cuir, juste pour cacher un peu l'intérieur. Et d'un point de vue technique, pour la suspension en arrière, vous allez voir, c'est quelque chose de pas très commun aujourd'hui. Les ingénieurs, je sais pas pourquoi ils n'ont pas regardé ça. D'après moi, c'est aussi pour sauver les coûts, comme on disait à la base. Ben, en arrière, la suspension, ils vont rien toucher de la Herald. Ils vont laisser ce système-là qui s'appelle le Axle Swing. Comme vous pouvez voir, ça c'est l'Axle Swing et ça c'est la suspension arrière d'une voiture d'aujourd'hui. Il y a une très grosse différence. Ça tient pas les courbes comme ça.
Moi, admettons, je n'irais pas faire la course avec ce char-là parce que c'est très instable. Et enfin, avec tout ça, ils vont enfin sortir la Spitfire Mark I en 1962 avec plus de 45 000 exemplaires vendus, ce qui est quand même vraiment pas si pire pour l'époque. Triumph va aussi utiliser la Spitfire aux 24 heures du Mans et au rallye, puis ils vont chacune gagner dans leur catégorie prototype, fait que c'est quand même pas pire. Sauf que quand tu y penses, ben c'était plus le même char pantoute qu'ils ont utilisé, mais le moteur, tout ça, ils ont bidouillé des affaires, c'était plus pantoute la même affaire que ça. Ils ont gagné, fait que tu sais, ça marche bien, cette affaire-là. Et entre 1962 et 1980, Triumph va avoir vendu plus de 315 000 exemplaires de la Spitfire, ce qui va faire que c'est le char, l'un des chars les plus vendus de la marque, ce qui est quand même vraiment pas pire. Là, venez avec moi, on va aller faire le test drive. C'est l'autre bord. Je me suis trompé. C'est barré. Donc, mesdames et messieurs, on est dans l'auto. Première chose à dire, le feeling est très spécial, très raw. Parce que dans le fond, t'as pas de power steering, t'as pas d'ABS. Donc, les freins sont durs, le steering est dur. Fait qu'il faut être tough pour driver ça. Sinon aussi, le feeling au volant, c'est quand même nice. Mais tu sais, comme je disais, t'irais pas faire de la course avec ça. Parce que c'est quand même assez... tu peux avoir des petites surprises de temps en temps. Tu sens que le cul, il suit, mais... à cause de la suspension axle swing, ça fait que le véhicule est quand même assez instable. Mais... c'est quand même plaisant à conduire. Les gears rentrent super bien, c'est insane. Bon, la 2, peut-être qu'il va avoir un petit peu de... Pour ce qui est de la boîte manuelle, honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'assez rough, mais pour vrai, ça se prend bien. La clutch, en même pas une minute, tu t'habitues très vite. Qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que t'as juste 4 gears. Tu sais que tu te tromperas pas entre la 3e et la 5. Pour l'intérieur, on est sur quelque chose d'assez classique. Tableau de bord en bois. Là, il est un peu détendu à cause des années. Sinon, pour les accessoires, au côté passager, vous avez une lumière pour, si exemple, vous allez faire du rallye, vous avez cette lumière-là pour votre copilote pour lire les instructions la nuit. Fait que ça, c'est quand même assez cool. Ça se voit que c'est un char qui est fait pour les vrais passionnés de voiture, tu sais. Tout est raw. Ce char-là, il veut tuer dans les corners, mais ça reste qu'il pense aux petits détails qui font plaisir. Ah, chose à noter aussi, les clignotants, si tu leur montes pas, ils restent allumés tout le long. Donc je pense que le klaxon aussi est sur le clignotant. Et ça, le klaxon est quand même drôle. C'est un petit... c'est ce que je veux dire? Un beau petit char. Ça, c'est sûr que c'est pas un daily driver, c'est pas un char de course, c'est vraiment un char que tu prends pour les journées chaudes d'été comme en ce moment. Pour moi, qui est plus jeune, qui n'a pas vécu les années 80 et tout ça, tu peux ressentir un peu le style de conduite, le style de façon que les gens faisaient les choses avant, tu sais. C'est tout rendu trop plastique, trop électronique, trop, t'as plus vraiment le sentiment de conduire ton char, t'as plus le sentiment d'être en contrôle. Tu sais, tous les boutons sont solides. Tu sais, comme les hazards, là, faut que tu tires en tape dessus pour que ça marche, là, tu sais. Le propriétaire de la voiture nous a dit que, dans le temps, avec sa femme, il avait été en voyage en Gaspésie, il avait mis leur bagage dans l'auto. Tu pars avec ce char-là, pis t'as du fun, là. Même s'il est très petit, très compact, t'as quand même assez de place pour mettre 2-3 valises. Tu sais, pas des valises pas des sacs de hockey, là, mais, tu sais, des bonnes valises, t'amènes tes bagages. Tu pars en road trip, puis t'as bien du fun, là, tu sais. Oh, attends, parce que là, il y a une belle voiture. Une Porsche. Ouais, elle est chaude, la Porsche. En termes de puissance, c'est pas fou. C'est 70 horsepower, fait que tu sais que tu t'en vas pas loin avec ça, mais c'est quand même le fun à driver, honnêtement. Même si c'était censé être une voiture de sport, pour l'époque, c'était une voiture de sport, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment dans les standards. Reste que, honnêtement, une Hyundai Accent, tu vas plus vite que ça, là. Puis si vous vous posiez la question de pourquoi ils ont choisi le nom Spitfire, en sortant de la guerre, les British, ben, il y avait un avion qui s'appelait le Spitfire, qui était un des avions forts de la guerre, qui a aidé à combattre l'ennemi. Ils ont voulu faire une espèce d'hommage à cet avion-là en appelant ce véhicule-là la Spitfire, ce que je trouve quand même assez nice. Donc pour conclure, la Spitfire, c'est une voiture qui a du charme. C'est aussi une voiture qui, même si elle n'est pas très puissante, est très élégante. Aussi, la ride a été rough, mais la journée de tournage l'a été autant quand on a dû aller chercher un drone en haut d'un arbre. Nothing beats a Jet2 holiday. On s'est trompé d'arbre, puis j'ai dû grimper dans l'autre arbre pour aller chercher le drone. La journée était rough. C'était Kelly. Abonnez-vous, likez et suivez-nous pour d'autres aventures.
C'est ciao. Je vais aller par là parce que Just me dit d'y aller.